Salut à tous. Dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va aborder un sujet d'actualité, à savoir ChatGPT, qui est ce chatbot, ce robot qui fait la conversation, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est annoncé parfois comme une révolution, parfois comme la fin des haricots pour certains métiers. Et on va essayer de démêler le vrai du faux en voyant évidemment s'il peut vous aider à apprendre une langue étrangère. Alors si vous avez manqué cet épisode, ces derniers mois, les robots d'IA ont fait d'énormes progrès. Personnellement, j'ai pu voir ça avec les logiciels qui fournissent des images comme Stable Diffusion et autres. Et c'est vrai que j'étais assez impressionné parce que généralement, avec les nouveautés technologiques, j'ai tendance à laisser un peu passer le train pour voir ce qui va rester. Par exemple, j'ai laissé totalement passer les NFT dont je ne vois pas l'intérêt, même une partie des crypto-monnaies, là je sais que je vais me faire des ennemis. Mais là, cette fois, avec l'intelligence artificielle et avec les langues, je vois quelque chose qui va peut-être être le début d'une grande tendance future et de bouleversement dans notre milieu, dans cet univers de l'apprentissage des langues, à la fois pour les apprenants, dont je fais partie, dont vous faites partie sûrement, mais aussi pour les professionnels, les formateurs, les enseignants. Et on va essayer de voir ce qui est de la réalité et ce qui est plutôt de l'esbrouf. Parce que certaines personnes voient dans ChatGPT à la fois une révolution, mais aussi une menace pour certains métiers, pour les traducteurs, les enseignants, disent que bientôt tous les élèves vont générer les devoirs d'anglais avec ChatGPT. Mais certaines personnes pensent que c'est plutôt un logiciel qui n'est pas terminé, qui peut faire des réponses assez étranges, voire fausses. Et j'ai voulu le soumettre à la question, lui donner quelques tâches à faire pour voir comment il pouvait nous aider, nous autres apprenants de langue. Donc si vous n'êtes pas au courant, ChatGPT est un chatbot qui est un robot conversationnel. Plus précisément, GPT, c'est l'acronyme pour Generative Pre-trained Transformer, donc un transformateur génératif pré-entraîné. C'est-à-dire qu'il a été entraîné au préalable avec d'énormes données textuelles dans de nombreuses langues. Et il est disponible gratuitement, on peut s'y inscrire. Quand il est disponible, parce qu'il y a énormément de demandes, il est victime de son succès. Et il a été lancé en novembre 2022 et on prévoit de nouvelles mises à jour qui le rendraient encore plus puissant pour dans quelques mois. Sachant qu'il a été largement soutenu par Microsoft qui voudrait l'insérer dans ses environnements, autant les systèmes d'exploitation que ses moteurs de recherche. Et donc, ils y ont mis de l'argent et aussi de la puissance de calcul, donc on n'est pas au bout de nos surprises. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ça va être des tests dans plusieurs langues, sachant qu'il a un intérêt qui est assez énorme de présenter déjà plusieurs langues, et pas seulement 3 ou 5, mais plus d'une vingtaine, je ne sais plus combien, je n'ai pas regardé. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà l'essayer, d'ores et déjà vous faire un avis, et j'ai pas manqué de le faire, et on va voir ensemble à la fois les choses qui ont bien fonctionné avec ChatGPT, mais aussi les choses qui ont moins bien fonctionné. Pour commencer, j'ai demandé directement à ChatGPT comment on peut apprendre une langue en utilisant ce logiciel et il m'a fourni une réponse que vous voyez, sachant que c'est très important, il se souvient de tout ce que vous avez dit pendant la conversation en cours, mais une fois que vous terminez cette conversation, il va tout oublier. Donc si vous faites référence à une conversation précédente, il ne va pas s'en souvenir, il ne va pas comprendre à quoi vous faites référence. Pour commencer, j'ai bien sûr utilisé l'anglais parce que ce logiciel a été conçu avant tout avec l'anglais en ligne de mire comme langue principale et on va voir comment il se débrouille avec l'anglais. Tout d'abord, j'ai pris un verbe totalement au pif, je ne sais même pas trop pourquoi, c'est le verbe peruse en anglais qui veut dire parcourir un texte, lire un texte. Et je lui ai demandé la traduction. Il me l'a donné, parcourir, examiner attentivement, c'est juste. Donc pour faire de l'anglais français, il s'en sort très bien. Ensuite, pour aller un peu plus loin, je lui ai demandé la transcription en alphabet phonétique international, sachant que pour le moment, ChatGPT est seulement textuel. On peut lui parler en entrant un chat, comme si on parlait à un humain sur WhatsApp, Telegram ou autre. Et il va répondre uniquement de manière textuelle. Et il me répond ici sans son, mais avec une transcription en API qui est totalement juste. Ensuite, je lui ai demandé d'aller plus loin et de me donner un synonyme en anglais du verbe peruse. Il me dit scan, ce qui est juste. Ensuite, un antonyme. Donc un antonyme, c'est l'inverse d'un synonyme. C'est par exemple un verbe qui a le sens opposé. Et là, il me dit ignore, ce qui est juste aussi.
Et là, on peut voir déjà quelque chose qui est intéressant, c'est que vu que vous allez avoir cette espèce de lutin du Père Noël, de petit assistant robotique, eh bien, au lieu d'aller chercher et dans un dictionnaire, et dans un traducteur en ligne, et dans un manuel de grammaire, ou que sais-je, eh bien, vous avez cet assistant qui fait tout à la fois. Ensuite, je lui ai demandé de me générer un texte en anglais. Ici, bon, c'est pour proposer à un anglophone de faire de la conversation. Et là, il répond avec un texte qui est construit, qui est intéressant parce que, comme vous voyez, entre braquets, il met your name. Donc, il a l'intelligence de comprendre qu'on va pouvoir se servir de ce texte et le modifier à sa sauce. Et de ce point de vue-là, il est très performant parce qu'il va vous permettre, si vous n'avez pas une formulation, si vous n'avez pas encore les bonnes phrases, de trouver des exemples de phrases que vous allez pouvoir utiliser avec des locuteurs natifs. Ensuite, je lui ai demandé de produire du texte en anglais à partir de connaissances. Je lui ai demandé le résumé de la pièce Roméo et Juliette. Et là, il m'a donné un texte en anglais qui est encore une fois très bien construit, très pertinent. Et c'est là où on voit pourquoi ça va donner des sueurs froides aux professeurs de langue ou de pas mal de matières. Tout simplement, il va falloir vous aussi vous mettre à ce logiciel, générer des réponses et comparer avec les résultats de vos élèves pour voir s'ils n'ont pas pompé sur ChatGPT. Et là, à ce moment, vu qu'on était sur le sujet, je lui ai donné un texte en anglais, à savoir la présentation de Roméo et Juliette par Wikipédia dans la version anglophone, et je lui ai donné cet exercice de version, traduire de l'anglais vers le français. Et là, il s'est plutôt bien débrouillé. Ensuite, j'ai pris le même texte en français, c'est-à-dire sur le Wikipédia francophone, et je lui ai demandé de le traduire en anglais. Là aussi, il est relativement performant. Et ça permet, par exemple, si vous n'arrivez pas à formuler une idée, vous lui donnez un texte en français, il va vous la traduire. Maintenant qu'on a vu ces fonctions qui sont relativement peu surprenantes, parce que si vous avez déjà testé Google Traduction ou bien DeepL, vous savez déjà comment traduire des choses, vous savez aussi chercher dans un dictionnaire, bref, rien de très étonnant. Mais là, on va aller un peu plus loin en lui soumettant des questions de grammaire. J'ai pris par exemple le point de grammaire qui est la différence entre les verbes do et make en anglais pour dire faire. Si vous n'avez pas lu mon article sur le sujet, je vous invite à le faire. Vous avez le lien qui va s'afficher en haut de l'écran. Et là, il me donne une explication qui est, somme toute, très satisfaisante. To do, c'est accomplir, réaliser une tâche ou une action. To make, ça va être fabriquer quelque chose. Ou avoir une action qui va donner un résultat ou prendre une décision. Et là, il me donne à chaque fois des exemples qui sont justes. Les explications sont à la fois claires et synthétiques, et là aussi on se retrouve avec un outil qui est tout en un et qui ajoute ici le versant manuel de grammaire. À chaque fois qu'on va regarder de la grammaire, on a besoin d'exemples, on a besoin de phrases d'exemples pour mettre en pratique cette grammaire, et là ChatGPT sait en fournir. Je lui ai demandé de me donner des phrases d'exemples avec les verbes to do et to make, et il m'en a fourni. Et on peut aller plus loin en lui demandant de corriger des phrases. Alors là, je l'ai fait de manière très simple. Je lui ai juste donné une phrase en demandant si elle était juste ou non. Mais on peut aussi lui demander de corriger des fautes. Ce qui est très intéressant comme application future, comme un logiciel qui va remplacer un locuteur natif. Et là, il me dit en effet que la phrase « I want to do dinner for my family » est fausse parce qu'il faut dire « I want to make dinner ». Et il m'explique pourquoi. Déjà, on a un point très intéressant, mais si on allait encore plus loin, si on lui demandait de générer un petit exercice pour nous permettre de mettre en application cette théorie, eh bien là aussi, il sait le faire. Je lui ai demandé de faire un exercice au format texte à trous pour interroger sur ce point, et il m'a pondu 5 questions avec les corrigés à la fin. C'est un travail propre. On notera juste que l'IA semble manquer un peu d'imagination parce qu'avec to do et to make, donner ainsi, formuler ainsi, il me pond uniquement des phrases avec ces verbes à l'infinitif. Alors là, je pense qu'il s'agit d'un problème avec les prompts. Les prompts, ce sont, dans le jargon, les commandes textuelles qu'on va donner à l'IA. Et vu que je lui ai dit spécifiquement de mettre des phrases avec to do et to make, il a pris ma demande au pied de la lettre et il a fait uniquement des phrases avec ces verbes à l'infinitif. J'ai ensuite testé avec ces verbes sans le to, et là on voit qu'il comprend qu'il peut avoir un peu plus de marge de manœuvre, et il a pris par exemple à la 3e phrase « I made a mistake », eh bien il m'a conjugué le verbe.
À présent qu'on a vu qu'il se débrouillait très bien avec l'anglais, on va essayer de chercher la petite bête. On va aller vers des langues qui sont plus éloignées de l'anglais, à commencer par le finnois, une langue que je connais et qui est une langue non indo-européenne, donc assez éloignée dans son vocabulaire, dans ses structures. L'intérêt du finnois, c'est que c'est une langue avec des déclinaisons, donc on peut demander à ChatGPT de nous sortir une liste de formes déclinées. On peut aussi faire la même chose par exemple avec des conjugaisons, par exemple avec des langues latines, avec des conjugaisons un peu complexes, on peut lui demander la conjugaison à plusieurs personnes. Là, avec le mot talo, qui veut dire maison, je lui demandais de me donner toutes les formes déclinées. Alors ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais on voit que le nom des cas peut sembler assez flou pour l'IA. Il les donne en finnois plutôt qu'en français, pour la plupart d'entre eux, et même parfois avec certaines fautes, par exemple comitativi, ça s'écrit comitativi avec deux i et un k. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont encore, il faut encore essuyer les plâtres. Je voulais faire un petit aparté au montage. Je me suis rendu compte pendant que je faisais le montage que sur la réponse qui a été fournie précédemment, c'est-à-dire les déclinaisons du mot talo en finnois, à la fin, ChatGPT précise que les déclinaisons en finnois peuvent varier en fonction du mot et de son genre grammatical. Et je suis assez embêté parce qu'en finnois, il n'y a pas de genre grammatical, donc c'est complètement faux de dire que les déclinaisons peuvent changer en fonction du genre. Voilà, encore une fois, un problème de ChatGPT. Et on va voir que c'est pas la première ni la dernière fois qu'il va affirmer quelque chose à Caplon qui va se révéler complètement faux. J'ai essayé ensuite dans l'autre sens. Je lui ai demandé de me prendre le nom talo, maison, et de le mettre à l'inessif pluriel qui indique le fait d'être à l'intérieur, donc à l'intérieur des maisons. Et là, il se trompe, parce qu'il me dit la forme à l'inessif pluriel est talot. Ce qui est faux, c'est un nominatif pluriel. Donc il s'est complètement trompé dans la déclinaison de ce nom. Je me suis dit que peut-être qu'il ne comprenait pas le mot inessif, parce que plus tôt, on l'a vu, il a utilisé le mot en finnois, et je lui ai donné en finnois, et il me donne la déclinaison à l'inessif, sauf qu'il le fait talossa au singulier, alors qu'il dit au pluriel, mais non, c'est bien un singulier. Donc là, je peux dire encore raté. Ici, malheureusement, on voit apparaître les premières fissures dans ChatGPT avec le finnois. Et si on allait encore plus loin avec le japonais, qui est une langue là aussi très éloignée de l'anglais, et qui en plus a la particularité d'avoir les kanji, et donc de forcer ChatGPT à savoir les lire et les écrire. Et là, j'ai pu voir des choses qui étaient très satisfaisantes, mais j'ai pu aussi voir des choses qui étaient vraiment très gênantes et carrément surréalistes. On va voir ça. Pour commencer, je lui ai demandé de distinguer deux termes qui sont relativement proches, écrits en kanji, donc à savoir saikotsu et kogyo, qui veulent plus ou moins dire le fait d'extraire du minerai, sauf qu'il y en a un qui est vraiment le fait d'extraire simplement, et l'autre qui est plutôt l'industrie minière. Et là, il est très performant, il arrive à reconnaître ces termes, il arrive à donner leur lecture en kanji, c'est-à-dire leur prononciation, et il sait expliquer que le premier, kogyo, veut dire industrie minière, et saikotsu, l'extraction, le minage, bon je ne sais pas si c'est très français, minage, mining en anglais, c'est peut-être un anglicisme, et il sait exactement dire en quoi ces termes sont distincts. Un peu plus loin, je lui ai proposé un proverbe japonais pour voir s'il allait comprendre le sens figuré du proverbe et pas simplement le sens propre. Il s'agit de oniga deruka, jaga deruka, qui veut dire que tout peut arriver, qu'on va voir. Et là, il le comprend, il me dit on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, quelque chose de nouveau, de difficile, peut y avoir des surprises, des obstacles inattendus. Bon, c'est bien, l'explication elle est juste, elle est détaillée. Ensuite, et là honnêtement, j'ai pas pensé à faire de capture d'écran, je lui ai soumis des exercices de niveau JLPT3. Bon, si vous connaissez pas le japonais, peu importe, mais en gros, ce sont des exercices de niveau intermédiaire pour ne pas lui proposer des choses trop bébés. À chaque fois, avec la phrase, avec un trou, et ensuite un QCM avec 4 propositions. Et je lui demandais à chaque fois de me trouver quelle était la bonne proposition. Et bien là, il comprenait parfaitement l'exercice, il comprenait parfaitement la logique de l'exercice, et il me donnait à chaque fois la bonne réponse avec la phrase, en comprenant le mot juste. Là, j'ai testé plusieurs fois, je n'ai pas su le mettre en difficulté, et je lui ai même posé la question. C'est-à-dire, tu as répondu juste à ces 5 questions, comment expliques-tu cette réussite? Et il me dit qu'il a été entraîné sur un grand nombre de données linguistiques, avec des phrases en japonais et des traductions, ce qui fait qu'il est capable de comprendre pas mal de choses. Et bien sûr, je me suis demandé s'il avait au préalable eu accès à ces exercices,
Et apparemment, non. Parce que apparemment, il n'est pas capable d'aller sur Internet chercher des choses. Toutes les connaissances qu'il possède proviennent de l'entraînement qu'il a eu au préalable. Là, c'est intéressant parce que je pense que de par sa nature d'IA qui génère du texte, elle sait prédire des morceaux de phrases et donc identifier des phrases qui fonctionnent plutôt que des phrases qui ne fonctionnent pas et donc choisir la phrase qui va convenir. En revanche, j'ai vu des choses qui étaient plus embêtantes. Je lui ai demandé des formes conjuguées, sachant qu'en japonais, il y a pas mal de formes conjuguées différentes. Donc le verbe tsukau, qui veut dire utiliser, qui est un verbe très courant. Et là, on voit des choses qui sont intéressantes. Il donne toutes les conjugaisons de ce verbe. Mais pour la version vraiment de base, la dictionary form, comme il dit, là, ou forme dictionnaire en français, il l'appelle tachae. Et ça me pose problème parce que je vois vraiment pas d'où ça vient. C'est une transcription qui est totalement fausse. Et il la donne uniquement pour la forme dictionnaire, avant de revenir à la vraie transcription, tsukau, pour toutes les autres formes. Là, je tombais un peu des nues, et je lui ai fait remarquer. Je lui ai demandé comment il avait produit cette transcription. Et là, il me dit que c'est faux, que la bonne transcription est tsukau, donc il est capable d'aller la trouver. Et qu'apparemment, il y a eu une erreur en générant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un bug? Je ne sais pas. Je lui ai demandé. Apparemment, ce serait avec un corpus de données limité. Et là, je suis assez sceptique quant à sa réponse parce que normalement, il est censé, à partir de ce corpus limité, avoir les réponses justes plutôt que des réponses fausses. Je ne sais pas d'où vient cette réponse fausse. Ensuite, je suis allé le taquiner encore un peu plus en lui demandant de faire une traduction. Donc, au lieu de prendre juste une traduction de l'anglais au français, je suis allé prendre une traduction du japonais au français en lui demandant de traduire un passage de texte assez littéraire. En l'occurrence, c'est le début d'une nouvelle de Natsume Soseki, qui est un célèbre auteur japonais, et j'ai vu ce qu'il me donnait. Donc, la traduction, je suis à bord d'un grand navire, ce navire coupe les vagues en crachant sans cesse de la fumée noire jour et nuit. C'est pas mal, honnêtement c'est juste, mais c'est quand même loin de mettre les traducteurs littéraires au chômage. Je pense que si c'est votre métier, vous pouvez souffler un peu. Parce que même si c'est correct, ça reste très bourrin dans la formulation. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de recherche quant à la construction des phrases. J'aurais vraiment construit les phrases différemment en français pour mieux rendre justement l'idée du texte japonais. Il y a des nuances qui passent à la poubelle, qui disparaissent complètement, par exemple ce nandemo au début, ou par exemple il y a la formule taemanake de manière incessante, qui passe totalement aux oubliettes, alors que c'est très important dans le texte pour mettre en avant le côté répétitif de ce voyage en bateau. Donc c'est pas mal. Si vous avez juste une phrase à traduire, comme sur Google Traduction ou comme sur DeepL, ça fait très bien le taf. Mais on est encore loin de l'IA qui va arriver à traduire des textes, faire des poèmes, et même c'est comme cette polémique là avec quelqu'un qui avait demandé à ChatGPT de créer des paroles de chansons à la manière de Nick Cave, et Nick Cave avait trouvé ça pourri. Donc si une IA peut très bien singer la sensibilité, elle ne peut pas en produire par elle-même parce qu'elle n'est pas consciente et donc pas capable de sensibilité. Maintenant qu'on a vu ça, je vous préviens, on va rentrer dans le sordide parce que j'ai fait 2 essais qui ne m'ont pas du tout convaincu, qui m'ont même étonné, voire un peu agacé pour être honnête, et qui m'ont beaucoup fait remettre en question cette idée d'une révolution de ChatGPT. On va voir ça, je vous préviens, c'est assez fou. Alors, si vous ne connaissez pas le japonais, ce n'est pas grave. Sachez en tout cas qu'il y a 2 catégories principales d'adjectifs en japonais. Les adjectifs en i, qui ont une terminaison avec un i, et les adjectifs en a, qui peuvent avoir une terminaison en a. Voilà, si vous parlez japonais, vous voyez de quoi je parle, sinon c'est absolument pas grave. Je lui ai donné une liste d'adjectifs et je lui ai demandé de classer ces adjectifs dans 2 catégories. S'agit-il d'adjectifs en i ou d'adjectifs en a? Pour les adjectifs en i, il a très bien fait le boulot. À chaque fois, c'est un bon adjectif en i, il n'y a aucun problème. En revanche, dès qu'on passe aux adjectifs en a, il s'est fait plaisir, il a fait n'importe quoi et il m'a mis 3 adjectifs en i dans la catégorie adjectifs en a. Je lui ai dit qu'il s'était trompé. Évidemment, il m'a dit « Ah, je suis désolé, il s'agit bien d'adjectifs en a ». Et ensuite, je ne voulais pas simplement le laisser là, me dire « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison ». Et je lui ai demandé de classer les adjectifs en lui donnant une nouvelle liste. Et là, il me classe des adjectifs en i. Là, c'est bon. Et pour les adjectifs en a, à la fin, il se gourre complètement. Il met isogashi, qui veut dire occupé, qui est un autre adjectif en i. Il le met dans la catégorie des na. Donc là, il s'est planté.
Je lui dis qu'il s'est trompé et que je viens de lui signaler que, enfin, ça se voit pas forcément, mais je lui ai dit plus haut que isogashi était un adjectif en i. Donc je lui ai déjà dit, je lui ai déjà fait remarquer qu'il s'était trompé. Et là il me dit oui vous avez raison, désolé. Et les adjectifs sont et sauf que là le troisième kere, eh bien il s'est encore planté parce que c'est un adjectif en na, ce n'est pas un adjectif en i. Eh bien là il m'a bien énervé parce qu'il s'est encore complètement planté. Il m'a mis dans la catégorie des adjectifs en i à kere. Même si la transcription se termine par un i, ce n'est pas du tout un adjectif en i, c'est un adjectif en a. Et je lui ai posé la question, vraiment comme un prof qui essaye de remettre un élève sur le droit chemin. Tu as placé kere dans les adjectifs en i, es-tu sûr de ce choix? Sachant que, je le rappelle, dans l'essai précédent, il les avait mis dans les na. Et là il me dit, non je me suis trompé, c'est un adjectif en a. Je lui dis, ok, bon, est-ce que tu peux mettre à jour la liste en partant du principe qu'une fois que je lui avais donné les bonnes instructions, il était capable de corriger ses erreurs et de me fabriquer une liste qui allait être correcte cette fois. Et bien là, il me donne deux adjectifs en i qui sont justes, et dans la catégorie na, il met kawaii, qui veut dire mignon, et sauf que c'est un adjectif en i, ce n'est pas un adjectif en a. Et je lui dis, il y a une erreur dans cette liste, est-ce que tu sauras la retrouver? Et là, il me dit, oui. Kere doit être classé dans les adjectifs en a, sachant qu'il l'avait mis dans les adjectifs en a. Et là, il est en train de dire je me suis trompé alors qu'il avait répondu correctement, qu'il avait déjà mis dans la bonne catégorie, et il ne voit pas la vraie erreur qui est que kawaii, c'est un adjectif en i. Bon, là, j'ai totalement jeté l'éponge devant tant d'absurdités. Alors, je sais pas, peut-être que la fonction qui sert à classer des objets selon différents critères n'est pas au point, peut-être que les prompts que j'ai rentrés n'étaient pas suffisamment clairs pour lui, mais en tout cas, pour un apprenant qui vient un peu la fleur au fusil comme ça, et qui s'attend à des réponses justes, c'est très embêtant. D'ailleurs, j'ai aussi donné un adjectif qu'il n'a pas reconnu, kaikoteki, qui veut dire extraverti, et je lui ai demandé s'il s'agissait d'un adjectif en i ou en a, et il ne l'a pas reconnu, il m'a dit que c'était du chinois. Même si les caractères viennent bien du chinois, c'est vrai. Je lui dis, je t'assure que c'est bien du japonais. Et là, il me dit, c'est pas un adjectif japonais courant. Peut-être que c'est un mot d'emprunt en chinois ou en coréen où ça veut dire extraverti. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a tout simplement pas reconnu cet adjectif qui existe pourtant bel et bien. Et même s'il ne s'agit pas d'un adjectif vraiment de la vie courante immédiate, il ne s'agit pas non plus d'un mot archaïque, d'un mot spécialisé. Et il montre bien là ses limites en matière de vocabulaire, même si je suppose que le logiciel sera enrichi par la suite avec plus de vocabulaire. Ensuite, pour terminer, je lui ai posé une question un peu fourbe. Je suis allé chercher une conjugaison archaïque en japonais pour voir comment il se débrouillait. Là, il s'est à nouveau complètement planté. Et le problème, ce n'est pas tant qu'il n'ait pas su donner la réponse juste, le problème, c'est surtout la manière dont il m'a répondu, qu'on va voir ici. Je lui ai donné la conjugaison tachinu, du verbe tatsu, être debout, se lever, du film Kaze Tachinu, qui est un film de Ghibli, si vous connaissez. Et là, il a complètement pédalé dans la semoule, mais alors totalement. Et il a tenté le tout pour le tout. Elle me dit que c'est une forme passive. Je réponds, est-ce que la forme passive, c'est pas autre chose? Je lui donne même la bonne forme. Et elle me dit, vous avez raison, c'est bien ça, je m'excuse pour la confusion. Et là, il va me sortir autre chose. Avec tatarenu, donc je ne sais pas s'il y a des spécialistes du japonais, mais ça m'a l'air très fantaisiste comme conjugaison. Et voilà, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ce nœud? De quelle conjugaison s'agit-il? Et là, il va encore plus loin dans l'erreur et il me sort des trucs qui n'ont rien à voir. Il me dit c'est une forme verbale négative, qui me dit que ça s'est pas produit, que ça n'a pas eu lieu, alors que la traduction de Kaze Tachinu, c'est le vent s'est levé, le vent se lève, le poème de Paul Valéry. Et donc certainement pas, le vent ne s'est pas levé. Bon, je lui donne un coup de pouce, je lui dis qu'il se trompe, je lui dis que ça s'appelle Perfect Tense Natural Event en anglais. Bon, j'avoue que je ne connais pas le nom de cette conjugaison en français, mais en gros c'est du passé avec un événement naturel. Donc le vent se lève, c'est totalement un événement naturel. Je lui donne la bonne réponse. Et là, elle me dit « Je suis désolé pour la confusion, il s'agit d'une conjugaison archaïque appelée Perfect Tense Natural Events en anglais. » Il paraphrase exactement ce que j'ai dit, comme un bon petit obséquieux.
Et il me dit que ça a eu lieu dans le passé pour décrire un événement naturel. Il continue à paraphraser ce que j'ai dit. Et il me dit, le vent s'est levé, ce qui est pour le coup juste en japonais, se lever a eu lieu à un moment donné dans le passé, ce qui est d'ailleurs la définition du perfect tense en anglais. Et il me remercie de corriger et d'aider à fournir des informations plus précises. Bon, tout est bien qui finit bien, à la fin on est tombé d'accord, on s'est réconcilié, voilà, tout va bien. Le problème, c'est que un doute s'installe. Est-ce qu'il m'a donné cette réponse parce qu'il a fini par trouver la bonne, ou alors parce qu'il a voulu sauver la face et continuer à agir comme un agent conversationnel plaisant, me fournir des réponses qui me semblent plaisantes. Et la question se pose parce que, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur de nombreux témoignages de personnes qui lui avaient donné des demandes parfaitement fantaisistes, parfaitement farfelues, et avec un aplomb, une sérénité impeccable, le logiciel leur a donné des réponses qui étaient totalement fantaisistes. Par exemple, quelqu'un qui parlait de la ponte chez une race de vaches, et après le logiciel disait que la ponte pouvait être douloureuse chez ces vaches, ou alors quelqu'un qui avait demandé de trouver des citations sur un sujet, et le logiciel a sorti des citations avec l'auteur, sauf que ces citations étaient totalement factices, et il a fallu que l'autre utilisateur demande en lui disant « Mais attends, est-ce que tu n'as pas inventé ces citations ?» Et le logiciel a fini par dire « Oui, tout à fait, elles ont été fabriquées. » Ce qui nous amène à notre conclusion, que penser de ChatGPT une fois qu'on a vu les choses qu'il faisait bien et les choses qu'il faisait moins bien. Alors, à la fois, je vais être sympathique, je vais être le bon flic. On voit quand même que par rapport au chatbot de votre banque, de votre assurance ou je ne sais pas quoi, qui généralement donne des résultats totalement côté de la plaque, on a un logiciel qui est quand même très performant, qui arrive à faire de la conversation assez naturelle. J'ai pu tester, faire de la conversation en anglais, en italien, voir un peu comment il parlait. C'est vrai que ça fonctionne même très bien. Il se débrouille très bien sur les usages simples, il peut vous faire la conversation. J'ai testé par exemple en anglais, en italien, c'est relativement naturel. Il peut vous donner des définitions, il peut vous donner la transcription en API comme on a vu, il peut donner des traductions simples, il peut par exemple corriger des exercices. Bref, il y a des choses qui sont déjà très bien faites et qui sont, autant le dire, assez impressionnantes. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup même de problèmes dans des phrases assez simples. Par exemple, vous voyez cette phrase que je lui ai donnée. Ne me demandez pas pourquoi j'ai parlé de la fin du monde, c'était parmi les questions farfelues que je lui ai posées pour m'amuser. Et on voit que dans des phrases en français, il arrive à se tromper. Par exemple, la astrophysique, c'est quand même assez embêtant. Ou par exemple, il a écrit tel, T-E-2-L-E-S. Bon, ce sont quand même des fautes de français assez ennuyeuses. Et ça montre qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et surtout, le problème, ce n'est pas tant cette accumulation de réponses fausses, c'est la manière qu'il a de les présenter comme justes. Et quand on va le lui faire remarquer, il va dire c'est vrai, je me suis trompé, et il est capable de persister dans son erreur, de se contredire. Bref, on voit qu'il ne comprend pas lui-même ce qu'il est en train de dire. Et arrive la problématique principale que j'ai avec ce logiciel, c'est celle de la personne qui va dire la vérité 9 fois sur 10 et qui va mentir de manière éhontée 1 fois sur 10. Étant donné qu'on sait qu'il va mentir 1 fois sur 10, eh bien, toutes les fois, 9 fois sur 10, où il va dire la vérité, donc il y a plus de chances qu'il dise la vérité qu'un mensonge, eh bien, on va être dans le doute permanent. On va se dire, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de m'enfumer là? Et pour un formateur qui va, par exemple, faire des exercices, comme on l'a vu, parce qu'il peut générer des exercices, et c'est très intéressant si vous n'avez, comme moi, aucune imagination pour les phrases exemples ou pour les phrases d'exercice, quand on voit des bêtises, on se dit, bon, ça, je laisse de côté, il s'est gouré, c'est pas très grave. Mais pour un apprenant qui n'a pas ce recul critique, eh bien c'est quand même très grave parce que ça peut soit induire en erreur, soit on peut être en permanence en train de se demander si ce qu'on lit est juste ou non. Ce qui est un problème parce que c'est comme si vous prenez un professeur particulier, mais en fait il est débutant dans la langue, eh bien à aucun moment il n'est fiable et à aucun moment vous ne pouvez lui faire confiance pour lui donner la langue de la manière la plus juste possible. Et ça, c'est vraiment ce qui m'empêche de considérer que c'est une révolution. C'est une évolution certes impressionnante, mais qui est encore balbutiante, mais absolument rien de renversant. Personnellement, quand je voyais tout ce qu'on me disait dessus, que ça allait remplacer un assistant personnel, que ça allait mettre les profs, les traducteurs au chômage, peut-être un jour, mais pour le moment, il n'en est rien du tout.
Et ce test me laisse avec un sentiment, c'est partagé. J'arrive à voir en fait toutes les révolutions que ça va permettre. Oui, peut-être qu'un jour, on aura un logiciel qui permet à n'importe quel moment, quand vous avez envie de faire de la conversation, de discuter. Et si un locuteur natif n'est pas disponible à ce moment-là, vous pouvez pratiquer la langue tous les jours. Vous pouvez le faire avec cette machine qui va vous dire quand vous vous êtes trompé, qui va corriger vos fautes, et ce sera peut-être plus simple pour pas mal de personnes de le faire dans un environnement sûr et sans jugement, plutôt que d'aller au casse-pipe tout de suite. On voit aussi l'intérêt que ça aura quand ce sera un outil complet. Au lieu de chercher dans le dictionnaire, le manuel de grammaire, de se poser des questions, d'aller demander si une formulation est juste à un locuteur natif, on aura tout dans un assistant qui va tout faire pour nous. Et ça, c'est très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas encore au point. On peut même aller voir d'autres critiques qui n'ont rien à voir avec les langues, mais qui se posent quand même. Par exemple, le fait que pour purger de son chatbot tous les contenus qui vont être injurieux, racistes, insultants, choquants, eh bien, l'entreprise qui crée le logiciel, OpenAI, sous-traite la lecture d'informations à des personnes qui vivent au Kenya, qui sont payées une misère. Alors certes, ça n'a rien à voir avec les langues, mais ça ajoute encore à toute une série de questions sur les IA et ce que ça va mener de bien ou de moins bien à l'avenir. Voilà, en tout cas, c'était mon test de ChatGPT. Donc, je ne suis absolument pas un expert en IA ni en prompt. Donc, peut-être que vous avez trouvé que mes questions étaient mal formulées. Mais justement, ça va venir imiter l'utilisateur qui arrive dessus, qui se dit qu'est-ce que je peux en tirer, soit l'apprenant, soit le formateur, et qui va poser des questions peut-être naïves et avoir des réponses qui m'ont parfois satisfait, qui m'ont parfois impressionné, mais pas toujours. En tout cas, si vous l'avez testé pour des langues, n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours, c'est très intéressant, j'aimerais vraiment avoir des exemples, si vous avez pu trouver des choses qui étaient intéressantes pour vous, des usages auxquels je n'ai pas pensé ou que je n'aurais pas présenté dans cette vidéo, si vous avez des perles de réponses totalement incongrues. Voilà, les commentaires sont là pour ça. En tout cas, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos sur les langues étrangères. Vous inscrire sur mes sites Le Monde des Langues, sur lequel je communique pas mal plus par écrit qu'en vidéo ces temps-ci, et Gambare spécialement pour le japonais. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les langues. Salut!